Bienvenue. Bonjour. Sur la scène. Alors, voilà, on l'a vu cet été en particulier en Allemagne notamment, les risques climatiques ils se multiplient, notamment en termes d'inondations. Comment est-ce qu'on arrive à trouver de la résilience, notamment pour la région Île-de-France en particulier, face à ces enjeux climatiques? Alors, vous faites bien de rappeler que peut-être remettre un petit peu de contexte sur les enjeux climatiques. Je vous en prie. D'abord, dire qu'on fait beaucoup depuis des années, à juste titre, à tous les niveaux, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les accords de Paris ont été un vrai booster pour cela. Globalement, bon, malgré tous ces efforts, il y a une chose qui malheureusement est vraie, c'est que ce que nous faisons à tous les niveaux est malheureusement assez insignifiant au niveau mondial. Parce que émettre moins, c'est de la responsabilité de tout un chacun partout. Mais quelques chiffres vous éclaireront facilement. Aujourd'hui, 30% des émissions de gaz à effet de serre ont pour responsable la Chine. L'Union européenne, c'est 9% des émissions de gaz à effet de serre. Alors vous pouvez faire une déclinaison jusqu'à l'Île-de-France et vous verrez que du coup, notre participation à la réduction des gaz à effet de serre est assez minime. Et de plus, les effets, encore une fois, c'est une responsabilité immense et nous devons l'avoir totalement, mais les effets seront d'ici 10, 20, 30 ans si tout va bien. Si tout va bien, et encore, je crains que ce soit encore plus lointain. Par contre, ce qui est une réalité aujourd'hui, pour tout le monde, et c'est plus vite que ce qu'on pensait, c'est évidemment le changement climatique lui-même, avec des effets qui, on croyait être un peu plus étalés sur le temps, on pensait on les verrait venir, qu'on s'habituerait à passer oui, peut-être plus de journées d'été. Alors cet été, on avait été un peu épargné, mais rassurez-vous, ça ne va pas, enfin rassurez-vous. Ça ne vous rassurera pas, mais je pense que c'était vraiment un épisode exceptionnel cet été. Mais on pensait qu'on allait avoir des épisodes de chaleur intenses qui vont durer de 35-40 degrés pendant quelques jours. Et puis soudain, est apparu dans les viseurs de tout le monde que des pays qui sont sous des latitudes climatiques équivalentes aux nôtres, je pense au Canada, je pense à l'Australie, ont vécu des phénomènes climatiques mais immenses et catastrophiques, avec des incendies de forêt, dans des forêts qu'on ne pensait pas voir partir en fumée, on pense aux forêts canadiennes. Et donc ceci, plus les événements climatiques d'inondation que vous avez cités en Allemagne et en Belgique qui ont fait de nombreux morts, et pour une raison, encore une fois, on peut toucher du bois s'il y en avait quelque part ici, on se dit qu'on a été épargné en France alors que c'était vraiment à nos portes, la Belgique et l'Allemagne. Mais vraiment, ce qu'il faut vraiment se dire, et ce que nous on se dit à la région Île-de-France, et je pense que tout le monde se le dit, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en Île-de-France. Aucune. Malheureusement, aucune. Donc ça va arriver. On va connaître évidemment des épisodes de canicule très forts dans les années qui viennent. Jusqu'où, on ne sait pas. Est-ce que la forêt de Fontainebleau peut partir en fumée? Tout à fait possible. Est-ce qu'on va être sous les eaux, y compris ici même? Tout à fait possible. Donc, face à cette situation, nous, on s'est dit, bon, l'urgence, maintenant, elle est là. L'urgence, elle est à l'adaptation au changement climatique. Et donc, on a lancé... Comme vous le savez, les élections régionales viennent d'avoir lieu, donc on a pris nos responsabilités il y a peu de temps, et moi je suis vice-président depuis le 2 juillet. Mais là, ça y est, on est parti, on va lancer un plan d'adaptation au changement climatique qu'on veut majeur et très important, parce que les investissements doivent être très lourds. On ne va pas être les seuls, la région Île-de-France à proposer les investissements qui doivent être faits, mais on veut mettre tout le monde autour de la table. Les compétences, vous le savez, en France, on n'a jamais réussi à faire en sorte que les compétences soient relativement concentrées, elles sont partagées. Par exemple, sur l'eau, aujourd'hui, ce n'est pas la région qui a la compétence de gestion des eaux de surface, c'est la métropole notamment, mais en dehors de la métropole, ce sont les intercommunalités et les départements. Nous devons donc mettre tout le monde autour de la table pour gérer cette question de la prévention des inondations. Et le maître mot pour nous, parce que nous écoutons aussi ce que disent les scientifiques, ce que disent les ONG, le maître mot pour nous, c'est de privilégier les solutions fondées sur la nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot comme ça un peu valise. Ça veut dire tout simplement que plutôt que de faire des digues, on veut faire des zones d'expansion de crues. On veut privilégier les zones humides aujourd'hui qui existaient en grand nombre et qu'on a asséchées à tort, et donc il faut les remettre en place. Grosso modo, à chaque fois qu'une rivière, ou encore davantage notre fleuve, passe quelque part, il faut que s'il sort de son lit, il sorte à des endroits où ça pose de moins de problèmes.
et pas à des endroits où évidemment il y a de l'urbanisation. Donc là où ça pose le moins de problèmes, c'est là où il n'y a pas d'habitation, c'est là où il y a de la nature, c'est là où il y a même des champs. Et ça maintenant il faut vraiment le multiplier, le systématiser. Donc ça c'est pour la gestion des crues, on veut vraiment accélérer ce programme d'action. Et le deuxième point, c'est évidemment sur les canicules et sur les sécheresses. La priorité, elle va évidemment aux villes. C'est-à-dire que là où ça va être le plus difficile à vivre, c'est dans les villes. Au Canada, on a vu que dans l'urgence, ils ont géré cette hausse de température énorme en faisant tourner à fond les climatiseurs, ce qui était un non-sens. Mais enfin, dans l'urgence, on va dire, on ne va pas leur jeter la pierre, mais c'est un non-sens puisqu'ils ont les climatiseurs, par définition, sortent la chaleur de la pièce où elle est et renvoient encore plus de chaleur à l'extérieur. Donc évidemment, ce n'est pas la solution. Donc la solution que nous, on privilégie beaucoup, c'est évidemment, là encore, les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire vraiment mettre le paquet sur la végétalisation en ville, épargner déjà le végétal existant. Nous, on a un discours très fort sur la préservation des arbres, et des grands arbres notamment. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont un caractère patrimonial parfois exceptionnel, mais c'est aussi parce que vraiment, c'est très simple à comprendre, quand vous mettez un petit arbre replanté suite à des coupes d'autres arbres, le petit arbre, d'abord, il a un ombrage assez limité, et surtout quand il fait 45 degrés pendant plusieurs jours, le petit arbre meurt, le grand arbre survit. Donc c'est très important de garder les grands arbres. Bien sûr, ceux qui sont malades, on ne peut pas faire autrement que de les abattre, mais ceux qui ne sont pas malades, ça doit être un patrimoine à préserver absolument aujourd'hui dans toutes les villes, surtout les plus urbaines et les plus denses. Donc vraiment, c'est une priorité aujourd'hui que nous mettons sur le végétal existant et sur la revégétalisation. Donc nous allons avoir là aussi un programme qui va booster et pousser les collectivités et tous les acteurs d'ailleurs qui ont du foncier à mettre encore plus de végétal que ce qui existe aujourd'hui. En parlant de végétal et de patrimoine, justement, est-ce que vous pourriez évoquer avec notre audience le programme 1000 petits patrimoines naturels qui est élaboré en Ile-de-France? En quoi consiste-t-il? Alors d'ailleurs, il est d'une certaine manière complémentaire de ce que je viens de dire sur la place du végétal. Grosso modo, d'abord, ce qu'il faut comprendre d'ailleurs, c'est que ce qui capte le mieux le carbone, pour faire un lien avec le climat, c'est quand c'est du vivant. C'est le vivant, le carbone et le vivant, ça va ensemble. Donc quelque chose qui est vivant capte plus le carbone que quelque chose qui est mort. C'est assez, ça peut paraître évident pour certains, mais il faut mieux le rappeler. Donc le fait de préserver encore et encore davantage la biodiversité partout où elle est, c'est à la fois bon pour le climat et c'est bon pour la biodiversité. On avait mis en place il y a 5 ans un plan qui s'appelait le plan vert, qui se poursuit d'ailleurs au niveau de la région Île-de-France. Le plan vert consistait à développer des espaces naturels, des espaces verts sur toute la région Île-de-France en priorisant les zones carencées, comme on dit, c'est-à-dire les zones très urbaines qui ne permettent pas aux franciliens de disposer d'un espace vert à moins de 10 minutes de chez eux. Donc on a mis en place ce programme. Évidemment, c'est un programme un peu difficile à mettre en œuvre parce que le foncier disponible, notamment dans les zones très urbaines, il est quand même relativement limité. Donc c'est compliqué d'utiliser du foncier disponible pour faire de l'espace vert, surtout qu'en général, le foncier disponible, il est en concurrence avec beaucoup d'autres souhaits, notamment de l'urbanisation, du logement, parce qu'il y a des enjeux de densification. On en parlait avec la ville de Paris, voilà. Justement, il y a un vrai sujet de densité aussi. Même si à Paris, on a été un peu voilà, il y a peut-être un contraire à Paris, juste cette poche-là où on est un peu en surdensification et il faut faire attention. Donc, sur l'ensemble de l'Île-de-France, on avait ce programme plan vert qui est un peu limité aujourd'hui parce qu'on a du mal à trouver de nouveaux espaces. Donc là, on va lancer un nouveau programme qui s'appelle le petit patrimoine naturel, c'est-à-dire qu'on veut identifier, cartographier, notamment avec toute une série d'ONG, je pense à France Nature Environnement ou la LPO qui ont déjà fait un gros travail, identifier toutes les petites poches de biodiversité existantes sur l'Île-de-France. Il y en a énormément, pour les préserver, pour les conserver, pour les cartographier, pour aider les propriétaires fonciers qui ont ces poches de biodiversité à justement se rendre compte qu'ils ont une poche de biodiversité, la préserver, la valoriser pour l'ensemble des habitants. Alors, et on va finir sur ce point, c'est un peu large, c'est peut-être un peu court, pardon d'avance, mais quelle est la place de la biodiversité finalement dans la ville durable, dans la transition durable de la ville? Alors, elle n'est pas suffisamment considérée aujourd'hui. Comme vous le savez tous, les questions climatiques ont pris un ascendant énorme dans les dialogues et dans les discussions institutionnelles. La biodiversité ne fait qu'émerger. À l'international, il y aura des grands rendez-vous dans l'année qui va s'annoncer là. Mais la question de la biodiversité aujourd'hui, elle devient de plus en plus prégnante, notamment dans les jeunes générations. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se disent mais qu'est-ce qu'on fait avec le vivant aujourd'hui? Un chiffre doit nous interpeller, c'est qu'aujourd'hui sur la planète entière, si vous prenez 100 mammifères et oiseaux, 30 sont des humains,
65 sont des animaux d'élevage, des animaux liés aux humains, cochons d'Inde et même animaux de compagnie, chats et chiens, et seulement 5 sont des animaux sauvages. Vous voyez, la place que l'humanité a laissée au monde sauvage est devenue extrêmement réduite. Les conséquences peuvent être dramatiques, on ne les mesure pas encore très bien, les scientifiques commencent à nous le dire, mais ça peut être effectivement dramatique, on est dans une extinction massive d'espèces et à l'échelle planétaire. Donc là, comme pour le climat, on a tous une responsabilité. Et dans les villes, il y a aussi place pour la biodiversité, c'est tout à fait possible de l'envisager. C'est d'ailleurs l'esprit de notre programme Petit patrimoine naturel, parce que dans les villes, il y a des poches de biodiversité à préserver. Et ça nous paraît être de la responsabilité des collectivités aujourd'hui de se demander ce qu'elles peuvent faire à leur niveau pour préserver la biodiversité, et nous pouvons faire des choses. À l'échelle, un constat lucide, mais une réactivité à l'échelle est vraiment proactive. Oui, absolument, parce que bon, les enjeux sont internationaux, bien sûr, mais ils sont aussi au niveau local. Il y a un petit chiffre aussi intéressant, c'est qu'à l'échelle internationale, il se négocie actuellement une convention sur la biodiversité qui vise à demander aux États de la planète entière de protéger à l'horizon 2030 30% de la planète, donc consacrer 30% de notre surface terrestre et marine à des aires protégées. Et nous avons fait le compte en Île-de-France pour voir où nous en étions, et contre toute attente, parce que l'Île-de-France semble être très urbaine, en fait, nous avons 26% d'aires protégées en Île-de-France, et nous allons créer de nouvelles aires protégées d'ailleurs dans quelques temps, notamment des réserves naturelles régionales qui vont nous porter à 36% le niveau d'aires protégées. Donc l'Île-de-France est particulièrement exemplaire au niveau mondial. Merci Yann Verling, région Île-de-France.